Yes, salut tout le monde. Je m'appelle Louis Dumas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un nouvel épisode des Têtes Creuses. Puis, comme d'habitude, je reçois toujours quelqu'un. Cette semaine, c'est un gars avec qui j'ai fait un open mic. PA, c'est palpitant. Je suis super content de l'avoir, même s'il a fucké un petit peu mon numéro. Tout le monde, Antonin Prijac. Salut Louis, Bonjour, ouais. salut à tout le monde. Désolé pour le bug, tout le monde là. Même Fania, on en parlait avant l'enregistrement, elle a eu le même bug que toi, un petit 2 secondes de... Ok, là, faut que je parle ou... Je vais essayer de changer ma présentation, ça crée trop de malaise. Toi, t'es originaire de où à la base? Je me sens un petit peu niaiseux de demander ça, vu qu'avec un accent prononcé comme que t'as, je me doute que la réponse doit être de France, mais je pose ces questions-là à tout le monde, fait que... D'où est-ce que t'es originaire? De où est-ce que t'es natif? Il n'y a pas de mystère, je viens vraiment de France. C'est mon accent me trahit, puis mes expressions, j'essaye de les retenir, mais il y a peut-être un ou deux du coup qui vont sortir pendant le podcast. Ben, c'est pas si pire, tu sais, j'ai fait un peu, ben, comme que je disais, PAC palpitant avec toi. Tu sais, vraiment, j'ai capté que, ben, regarde, moi j'ai cette tendance-là, je parle avec un Français, je dis des mots comme capter, puis, fait que, on va tomber égal. C'est ça, Ok. j'ai comme compris que, ok, c'est pas rien que l'accent parce que ses parents parlent comme ça, c'est vraiment, c'est ben, même que des fois, même ceux qui sont pas nés en France, ils ont des petites expressions, mais j'avais comme vraiment l'impression que t'étais originaire de France. De où en France? Dans le fond, je suis né et j'ai grandi born and raised dans l'ouest de la France, à Angers, une petite ville qui est proche de la mer, entre Nantes et Paris, pour être un peu grossier, mais personne connaît, je te dirais. Ben, pour vrai, moi je connais les grandes villes, là, Nantes, Paris, puis des affaires comme ça. Mais là, ça me dit rien pour l'instant. Puis, tu sais, d'habitude, je me sens mêlé quand quelqu'un me sort de quoi que je connais pas au Québec. Mais pour pas faire le changement, je suis aussi mêlé que d'habitude. Parfait. Euh, Ça fait environ combien de temps que tu fais de l'humour? Ça va faire, je pense, à peu près un an et demi. J'ai commencé ça il y a un an et demi, ouais. En décembre 2018, je pense. Nice. Ben, un an et demi. Ouais, c'est vrai qu'avec la pandémie, tu le comptes là-dedans un peu semi. Là. Ouais, ouais. Ouais, ben, c'est ça. Moi, j'étais rendu à calculer un an et trois quarts. C'est moi qui pousse trop loin, là. Ouais, on va dire, j'ai fait un an et demi d'humour, mais ouais, ça fait un an et deux tiers, si tu veux être précis même. C'est moi qui est trop soucieux des détails dans la vie, sorry. Euh, Toi, ça faisait combien de temps avant de te lancer que t'avais le désir de vouloir faire de l'humour? Ça vient de où le désir d'en faire? Puis ça t'a pris combien de temps avant vraiment de décider à te lancer, à déployer tes ailes, qu'on pourrait dire? Et c'est vraiment drôle parce que, tu sais, j'ai toujours été, comment je dirais, j'ai toujours été influencé par l'humour, j'ai toujours été t'es baigné dans cette culture-là. Mes parents, ils m'ont montré des humoristes, m'ont fait découvrir l'humour plus français. Puis, mais j'avais jamais réalisé que je pouvais en faire jusqu'à ce que j'arrive au Québec. Puis c'est vraiment quand je suis arrivé au Québec où j'ai fait, ouais, en fait, tu sais, à partir du moment où tu as quelque chose à proposer, puis que tu te penses drôle ou tu penses que tu peux être drôle, ben, tu peux monter sur scène. Fait que c'est venu comme un coup de tête, en fait. Genre, un jour, dans un bar où je connaissais l'animateur qui était le booker, à la joke, je lui ai dit, ah, bah, je monterai sur scène la semaine prochaine. Puis il m'a dit, pas de problème, c'est un open mic, il y a une place pour toi. Fait qu'il a fallu écrire un texte et puis il a fallu s'en lancer, mais ça s'est joué en une ou deux semaines, puis j'étais sur scène. Nice. Là, moi, ça m'a fait popper une question parce que là, on sait que t'es natif de la France. Puis là, tu me dis, t'es arrivé ici assez vieux. Si t'étais déjà fan d'humour avant de partir, puis quand t'es arrivé ici, t'as vu, ok, c'est plus accessible peut-être au Québec. T'es arrivé à quel âge? Là, j'ai 26 ans, donc je suis arrivé à 24 ans. Oh, ok, quand même, quand même. Fait que tes parents sont encore là-bas, là. Ouais, 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 moi je suis arrivé tout seul pour finir mes études ici en fait. Donc je suis arrivé ouais, à 24 ans en étant déjà mature et en ayant déjà un bagage. Ok,
Fait que t'as pratiquement commencé en arrivant, là. Si je Ouais, comprends bien, ouais, ouais. 2018, tu t'es vraiment lancé à pleine dent. À tête baissée dans le Québec en se disant c'est supposément la capitale de l'humour, Montréal. Me voici, me voilà. Ouais, 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 j'ai quand même fait, ah ouais. J'ai vu les gens sur scène, j'ai fait, ah, je suis plus drôle qu'eux. C'est l'arrogance du français, je suis plus drôle qu'eux. Non, 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 c'est plutôt l'inverse même. En fait, dès que je suis arrivé ici, mes colocs m'ont vraiment immergé dans le Québec et la culture québécoise. Puis l'humour en fait partie. Puis, tu sais, nous, on connaît François Pérusse pour les 2 minutes du peuple, Rachid Badouri, je sais pas, Sugar Stéphane Sammy. Rousseau. Sugar Sammy qui est souvent en Ouais, France aussi. Sugar Sammy. Stéphane Rousseau et puis mince, enfin, grosso modo Anthony Cavana, mais grosso modo Ouais. ce qu'on connaît des humoristes québécois ou de l'humour québécois, ça va être eux. Puis quand je suis arrivé ici, j'ai vraiment découvert une palette tellement large et puis mes colocs m'ont vraiment emmené dans des soirées un peu partout, puis je suis comme ah ouais, c'est ça en fait, tu peux, il y a autant de types d'humour qu'il y a de personnes, puis peut-être que je peux apporter quelque chose de plus, ou du moins j'essaye en tout cas. Ben, c'est sûr qu'en partant, ben, tu sais, t'as pas une couleur extrêmement différente qu'on n'a jamais vue, mais tu sais, t'as quand même une couleur différente comparée à la moyenne, là. Tu sais, t'as un casting différent. Ouais, Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. Là, je me suis rendu compte que j'ai dit couleur, mais là, ça peut porter à confusion. Ce que je veux dire, c'est au niveau du casting. Là, il dit, mais là, je suis blanc. Là, non, non, c'est ouais, pas un peu tendu en ce moment de parler de couleur? ouais, j'ai un number quand on parle du fait que je suis blanc, mais il y a des gens qui en doutent. Mais c'est ce casting-là, justement, Rachid Badouri, il a Sugar Sammy, ils l'ont déjà. Mais je suis pas, je suis toujours jaloux quand je vois Jérémy Demey ou d'autres. Je me dis, merde, il y en a qui ont percé avant moi. Mais tu sais, c'est aussi ce qu'on se dit quand on arrive au Québec. J'ai lu cette semaine qu'il y avait, je sais plus, 60 000 Français à Montréal. Donc, tu sais, tu te dis que t'es pas unique, puis Non, non. t'es pas tout seul, t'es pas le premier à être arrivé. Donc non, j'essaye de me dissocier de ça, de cette image de français, ou tout du moins des clichés de français, sans en être, sans pouvoir m'en défaire totalement de toute façon, parce que comme tu dis, à mon accent, ça se sent rapidement. Ouais, mais là, je rigole un petit peu à pas trop voir parce que je me dis, bon, j'avais beaucoup de questions par rapport. Ben, pas beaucoup de questions, mais j'avais quelques questions. Peut-être une ou deux par rapport à des clichés. Fait que Ah, là, vas-y. je me sens moins à l'aise, je les assume moins. D'un coup, tu me dis ça. C'est pour ça que j'ai comme, oh. Non, mais je vais la poser tout de suite, la question qui me brûle les lèvres, étant donné qu'on en a parlé. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi, du cliché que d'un, j'exploite beaucoup, que j'ai fait des blagues à Sacha, d'ailleurs, avec ça, quand j'ai reçu. Quand ils m'ont parlé... je crois pas que c'est toi qui m'as parlé. Il y a un autre ami français en humour. Fabrice Godilla. Oui, oui, je crois que c'est ça, oui. Dans le fond, ça, il m'a dit, j'écris avec, tout ça. J'ai dit, bon, t'as pas peur de te faire voler tes gags, c'est un français. Mais bon, je sais que tu essaies de t'éloigner de ta culture d'origine un peu plus, mais ça te met pas un peu de pression, tu sais, avec tout ce qui se passe par rapport à ça. Comment tu perçois ça, toi, en tant qu'humoriste français au Québec? Non, je suis vraiment pas gêné par ça. Tu sais, je pense que euh, déjà, il y a toute une partie de la scène humoristique française qui essaye quand même de se démarquer de ça. Puis, il y a, il y a à ce propos, il y a un podcast qui est vraiment intéressant à écouter, c'est le Vous écoute de, de Mike Ward avec Momoran, qui est vraiment, vraiment intéressant à ce sujet-là. Et je pense que les gens sont assez intelligents, Ben, du moins pour comprendre que c'est pas tous les humoristes français qui veulent les jokes et que c'était une culture qui est aussi un peu dépassée. Parce que, en fait, ce qui est fou, c'est que quand tu prends du recul, tu te rends compte que les gens, à l'époque, les gens qui ont volé des jokes, peut-être pas dans ces dernières années où ils savaient genre Gad Elmaleh, il sait ce qu'il fait ouais, quand il ouais. vole du stock de Seinfeld ou de Martin Petit. Mais je pense que Roland Magdan, je sais pas si tu connais, qui est un humoriste français un peu dépassé aujourd'hui, mais qui disait que pour lui, c'était juste comme
Du normal, théâtre. c'était de la réinterprétation, puis c'était normal, que c'était juste se réapproprier un texte. Et c'est comme si tu refais du Molière. Si tu présentes Molière sur scène, bah, t'as pas copié Molière, t'interprètes du Molière. Bah, eux, ils interprétaient des humoristes qu'ils avaient vus ailleurs. De ce côté-là de l'Atlantique, qu'on le voit autrement, mais écoute, c'était leur interprétation à l'époque. Je pense que ça, c'est quand même en train d'évoluer et en train de changer. Après, comme je te dis, Gad Elmaleh, il sait très bien ce qu'il fait quand il vole des jokes, ou son producteur, Kader Aoun, il sait très bien ce qu'il fait quand il vole du stock, Fait et qu'il donne à d'autres humoristes. Content de pas t'avoir mis mal à l'aise avec ces questions-là. Je vais continuer à faire mes petits gags quand quelqu'un me parle de des Français. Désolé, Ah, je l'aime trop. mais Mais laissons-toi à l'aise. Ça a été ma joke d'introduction que j'étais français, que j'étais là pour voler des jokes. Faut rire aussi des clichés. oui. J'essaye de pas être un cliché, mais faut rire des clichés. Mais là, je suis comme moins à l'aise avec ça. Tu sais, j'ai failli te présenter le même, puis là, je me suis dit non, 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 non. Ah, mais t'as le droit, t'as le droit. Ouais, mais je te connaissais pas. Ben, je te connais pas beaucoup. Tu sais, on a fait un open mic ensemble et c'est tout. Puis là, j'étais comme pas super à l'aise. Là, je me suis dit, ouais, ok, c'est pas mal de prendre. Non, non, je vais le présenter normalement. Ce qui est quand même drôle, c'est que encore avant de passer l'enregistrement, je parlais sur Discord avec des gens, puis je faisais des gags de bon, je vais essayer de savoir combien de gags qui est volé depuis qu'il est arrivé au Québec. Là, je me suis mis à moins de l'assumer quand que, ouais, là, je t'ai vu avant, c'est comme, ok, non, on voyait qu'une présentation normale. Mais en fait, la question que tu devrais te poser, c'est est-ce que Copy Comics, c'est pas moi? Je vole pas de jokes, je t'assure. Ouais, ouais, Non, non, j'avoue. il y a zéro. Il y a zéro gêne par rapport à ça. J'ai entendu des gens en parler dans bien des podcasts et ils disent tous, quoi. Ils savent très bien spotter les humoristes qui font ça qui font de l'humour pour de mauvaises Ce qui raisons. est important à savoir aussi, c'est que c'est pas juste les Français qui ont fait ça. C'est que, tu Non, sais, la réputation leur aurait été attribuée parce qu'il y a eu peut-être plus de cas à une certaine époque, justement, comme tu disais tantôt, ils interprétaient comme une pièce de théâtre. C'est sûr que là, ça a fait comme un gros boom. C'est qu'après ça, il y a eu des cas plus extrêmes. Tu sais, comme, voyons, El Malais. Que là, faut pas prendre ça pour acquis. Tu sais, il y a aussi des Québécois qui l'ont fait, là. Tu sais, à certains ouais, ouais. niveaux, c'est pas une identité qui est due à toute la nation. J'ai envoyé un Non. message de paix dans l'univers pour mon 3% de following qui écoute en traduisant mes vidéos. Non, là, je vais y aller avec ma deuxième question. On va fermer le dossier nationalité Ouais. après. Est-ce que tu as vu la polémique autour de Dieudonné avec Instagram, Facebook, Twitter, je crois aussi? Ouais, Comme ouais. quoi qu'ils l'ont banni. Moi, je suis pas très informé là-dessus, mais j'ai appris ça tantôt avant l'enregistrement. Fait que ça m'a donné le coup d'en apprendre plus d'un point de vue de quelqu'un qui connaît peut-être plus le dossier, là. Je trouve ça presque plus touchy comme sujet que de parler du vol de joke. Non, mais c'est pas que c'est difficile d'en parler, c'est juste que ça m'intéresse pas particulièrement. Je le considère plus comme un humoriste depuis pas longtemps. C'est un polémiste. Il est dans une autre case. Il a été très bon pour ce qu'il a fait à une époque. Puis il est juste rentré dans une autre dimension. Est-ce que c'était la solution de le bannir de Facebook, de Twitter, d'Instagram et tout? Je sais pas. Mais bon, je suis pas. Ben, c'est un petit peu une prise de position arbitraire prise par des corporations. Ils ont fait le rôle que normalement c'est un gouvernement qui censure C'est ça. une opinion. Là, on parle d'opinion. On parle pas. Mais c'est sûr que l'opinion était quand même tout de même déplacée, selon moi. Mais bon. Et- C'est très très arbitraire venant d'une corporation, là, de cancel, là, littéralement. Mais après, je veux dire, il paye aussi la monnaie de sa pièce. C'est pas une solution, mais il, il ramasse la merde qu'il a achetée aussi. Tu sais, genre, ça fait quand même quelques années qu'il joue avec le feu, qu'il flirte avec la ligne. Puis, au bout d'un moment, une expression française, c'est ça. Euh, Mais ça fait un moment qu'il joue avec la ligne, donc forcément, au bout d'un moment, tu sais, tu fais le malin, tombe dans le ravin, si tu veux une autre expression française. Mais
Bon, on va enchaîner parce que, tu sais, je vois que t'es moins à l'aise avec ce C'est sujet-là lourd. que, Non, 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 mais c'est ben, que, genre, c'est que c'est lourd. C'est que, disons que c'est lourd, puis tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui sont comme pris dans ces histoires de complotisme. Parce qu'il n'y a pas juste Dieudonné. Dieudonné, c'est la façade un peu humoristique et un peu culturelle de tout un système derrière qui est pas le fun, puis que j'ai plus envie de me battre pour ça ou contre ça ou whatever. ok. Bon, on va partir sur un autre sujet que t'avais hâte d'entendre, d'après ce que j'ai compris. Le fait que t'as pas... Ben, ok, on va le dire comme que je t'ai dit tantôt, t'as détruit mon numéro avec ton numéro. Mais là, je rassure tout le monde, Antonin n'a pas détruit mon numéro, c'était juste qu'il a détruit la morale de mon numéro. Parce que pour ceux qui l'ont pas pogné, le open mic auquel on a participé, moi je faisais un numéro que je parlais de... Ben, pas littéralement de traumatisme crânien, mais moi je suis un traumatisé crânien. Fait que pour moi, faire attention à sa tête, c'est très très important. Puis j'ai raconté une anecdote dans laquelle ma mère n'a pas mis de casque quand je venais de dire d'en mettre un. Puis elle s'est pété la tête dans un mur en ciment. Puis là, elle saignait pis tout ça. Puis j'ai fermé mon numéro en disant faites attention à votre tête. C'est la chose la plus importante que vous aurez jamais. Puis je me suis découragé à compter le nombre de fois que Antonin a dit dans son numéro faire du vélo à Montréal, pas de casque, c'est plus sécuritaire. Désolé pour l'accent, là. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent pour faire ça. Mais t'as vraiment détruit mon numéro. Ben, pas mon numéro, la morale que j'essaie de transmettre. Moi, j'ai fait attention à votre tête, pis toi, c'est comme, on s'en sac. Il y a moins de chances de mourir. Là, je mets un casque pour attendre l'autobus, même pas pour faire du vélo. J'ai trouvé ça très très drôle. Ben, merci. C'est vrai que maintenant je me souviens, j'avais même pas, je me souviens effectivement de ton numéro, puis j'avais pas du tout fait le rapprochement sur cet angle-là. Écoute, je fais du vélo, j'ai acheté un casque maintenant quand même. J'ai investi, j'ai acheté un casque. Non, 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 je sais, c'est ce que je t'ai dit, c'est ce que j'ai dit dans mon numéro. Je suis tellement maladroit que je suis capable de me brûler au troisième degré en faisant des lacets. C'est moi qui ai besoin d'un casque, mais pour tout le temps, pour n'importe quel événement de ma vie, ça peut être dangereux. Je me cogne partout, non, je suis la pire personne pour ça, donc effectivement, il me faut un vélo. Il me faut un casque en vélo. Puis il y a un truc que j'arrive pas à retransmettre dans mon number, c'est que tu restes-tu à Montréal, Louis? Non, moi je suis de Drummond, mais là, Ok. je prévois. Ben, tu sais, je prévois. Je commence à envisager de plus en plus à déménager à Montréal parce que là, ça a repris le mot, mais c'est comme tout le temps plus long en région. Fait que là, je réalise juste que c'est pas l'idéal, tu sais. Même là, de voyager Montréal, tu sais, je suis moins game de le faire avec le contexte actuel. Fait que, Ouais. tu sais, là, en ce moment, il n'y a rien à Drummondville ou dans les environs pour l'humour. Là, j'ai vu, ouais, non, c'est pas vrai. Le 2 septembre, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle soirée qui allait partir. Fait que. Ah, d'ailleurs, il faut que j'aille voir ça. Je me prends des notes mentales, désolé tout le monde. Mais c'est ça, là, ça va repartir dans mon coin, mais pour l'instant, c'est ça. Là, je Ok. sais que toi, ça a reparti. D'ailleurs, euh, quand on a fait l'open mic, tu revenais justement du terminal, je crois. Mm. Mais c'est difficile. Euh, c'est difficile parce que tu sais, je me posais la question justement de quand est-ce que je refais un booking sérieux puis que je me place vraiment sur des soirées pour jouer. Puis en fait, c'est c'est peut-être un peu le complexe de l'imposteur, mais j'ai du mal à me dire est-ce qu'il n'y a pas du monde à passer avant moi sur les soirées? Est-ce qu'il n'y a pas du monde, tu sais, comme les gens qui avaient déjà un show qu'ils avaient à roder, un 1 heure qu'ils avaient à roder, comme les gens qui sont plus établis, est-ce qu'ils passent pas avant moi? Donc il y a comme une période un peu quand même creuse là en ce moment à Montréal où même, il y a de plus en plus de shows dans les parcs. Il y a Lucas Boucher et Cédric Gélinas qui étaient avec nous sur l'open mic de PA. Lucas Boucher était... Ok, ouais, Cédric. Mais Lucas Boucher, qui d'ailleurs, j'ai parlé avec lors du dernier enregistrement, c'était lui mon invité. Fait que, Ok. oui, vraiment, mais c'est ça, encore là, la tension que ça met, c'est qu'ils choisissent du monde. C'est pas un open mic à proprement parler. Non, 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 non.
c'est du monde plus avancé dans la relève qui prennent seulement. C'est ça. Donc c'est comme difficile de savoir où tu te places. C'est toujours difficile de savoir où tu te places dans le milieu. Donc c'est difficile de savoir qui est-ce qui passe avant moi euh, euh, dans le milieu, qui est-ce qui est comme plus établi que moi, entre guillemets, dans le milieu des open micers pour comme avoir sa place avant moi. Donc tu sais, j'ai pas envie de prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc c'est un peu difficile, j'ai pas envie de tu sais, je suis comme, j'ai pas envie de me bouquer puis de demander au monde s'ils ont de la place, puis que le monde soit comme, mais c'est qui lui? Puis on n'a pas envie de le voir, on a envie de voir du monde qui est plus établi. Donc c'est comme, j'attends un peu, j'attends que les choses se tassent, que les soirées reprennent, puis tant que Mais je te comprends sur ton point de vue. Sauf que ce que je crois que d'un côté, la porte est ouverte à contacter des bookers, toujours. Puis ça, c'est plus au choix du booker, non? C'est libre à toi, selon moi. Là, je t'ai pas censé être gêné d'approcher des gens pour te faire booker. Malgré le contexte, ils vont choisir. Ben, c'est. Si on le choix entre 50 personnes puis qu'ils en ont besoin de 8, ils vont faire un choix là-dedans, j'imagine. Là. ouais, bien sûr. Non, 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 c'est évident. Mais c'est juste, je sais pas, je sais pas où ça en est, Sacha, par exemple, qui a sa soirée à la maisonnée. Je sais pas où il en est avec son booking, si c'est clair pour eux qu'ils vont reprendre leur soirée. Mais je sais que Sacha, il fonctionnait beaucoup par premier arrivé, premier servi, puis il se faisait une liste, puis il contactait les gens qu'il contactait, il s'arrangeait pour les booker rapidement, puis après, au fur et à mesure, il comblait les trous pas à pas, parce que, mine de rien, c'est à la fois facile et difficile de booker à Montréal, dans le sens où tu ouvres une soirée, puis dans la minute, tu ouvres une soirée d'humour, puis dans la minute suivante, tu as déjà 100 demandes pour jouer sur ta soirée. Donc ouais, c'est plutôt dans ce sens-là d'essayer de gager avant un peu comment ça va se passer, là, comment les nouvelles règles vont s'établir, puis avant peut-être de savoir quelle plage j'ai, puis quelle plage j'ai le droit d'avoir. C'est moins facile, disons, que de se présenter à un booker, puis de dire, ah, si t'as de la place, si t'as un spot découvert, la semaine prochaine, je veux bien jouer. Ouais, puis surtout que présentement, avec le contexte actuel, c'est plus dur de rencontrer des gens en personne voyons, au hasard. Ouais. Je l'ai dit. Fait que c'est plus du contact par Internet parce que même moi, je me souviens, avant la pandémie, je m'étais fait booker une soirée qui a été annulée. Puis c'était un booker que j'ai rencontré face à face dans un bar. Puis c'est moins probable de se booker comme ça présentement. Là. Non, 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 c'est évident. Puis le fait aussi que tu es moins de public, t'as moins. Je veux dire, à part si tu arrives à jouer, à te faire booker dans un parc, où il y a quand même beaucoup d'humoristes qui viennent voir un peu ce qui se passe dans les parcs parce que c'est facile. Puis il y a quand même beaucoup de shows. Mais sinon, à part ça, il y a aussi moins de monde dans les bars. Tu sais, donc, à part les gens que tu as déjà vus ou que je sais pas, tu vas croiser sur une. Tu sais, j'ai l'impression que le milieu va se restreindre peut-être un petit peu, puis qu'il y a des gens qui vont forcément être laissés de côté, mais pas laissés de côté, mais il va y avoir différents réseaux qui vont se mettre en place. Puis je sais pas comment ça va être facile de le faire booker à l'Abreuvoir maintenant, versus avant où c'était déjà difficile. Maintenant, c'est encore plus difficile. Tu sais, il va y avoir des étapes qui vont peut-être être plus dures à passer pour nous qui sont comme encore un peu anonymes. Ouais, ben, c'est vrai que c'est la réalité un petit peu au niveau de la relève. Parce que comme moi, là, présentement, j'ai vraiment le syndrome de l'imposteur à essayer de me faire booker partout parce que je me lançais, dans le fond, quand la pandémie est arrivée. Fait que j'ai pas nécessairement d'expérience de dire si le booker me demande, tu sais, t'es sûr que t'es prête pour ça, mais tu sais, je suis même pas sûr moi-même, là, avec l'expérience que j'ai. Fait que. C'est sûr qu'il est plus challengeant en ce moment. Je comprends totalement ce que tu me dis. T'avais commencé quand, toi? Dans le fond, ma première date, c'était le 8 avril. Puis je m'étais fait booker. Je pense que c'est le 11 mars que c'était cette soirée-là. Ouais, c'est ça, le 11 mars, 2 jours avant le début de la quarantaine aussi qui coupe tout. Fait que, dans le fond, je me suis fait couper l'herbe en dessous des pieds. Puis, sauf l'autre constellation, le 8 mars, j'ai pu parler avec Jean-Thomas Jobin puis Mike Ward à leur podcast, fait que ça m'a consolé un petit peu.
Tu Euh, les as approchés. Mais et ouais, écoute, je pense à un certain terme, le milieu va se remettre en place, puis les choses vont se rééquilibrer. Mais aujourd'hui, je trouve ça plus rough. On est quand même dans l'entre-deux. Tu sais, la saison, elle n'a pas vraiment commencé. Donc, ça va être aussi le temps de voir. Il y a des soirées qui vont repartir. Là, il y a plein de nouvelles soirées qui sont en train d'être créées. Donc, c'est quand même encourageant de se dire que il y a des soirées qui ont disparu, mais il y en a qui vont réapparaître malgré la pandémie, malgré le contexte, malgré la difficulté d'aller dans les bars. ah, mais surtout, si on regarde ça d'un autre point de vue, au début, on se disait beaucoup, pas mal, tout le monde en humour. On s'imaginait un an. Mm. Puis là, ça a pris 4 mois environ avant que vraiment les soirées recommencent. Fait que Ouais. là, je repense avec un pas de recul, parce qu'on en parlait, puis là, j'ai pris un pas de recul pendant que tu me répondais. Là, je suis comme, ouais, mais c'est quand même que ça a été beaucoup plus vite qu'on espérait. Fait que j'essaie de ne pas me mettre trop de pression avec ça, mais tu décrirais ton humour comment? Tu sais, je sais que tu viens de. Ben, tu sais, ça fait 2 ans. Fait que t'es encore à tes débuts. Fait que c'est dur de mettre un doigt sur un style en particulier, mais globalement, comment tu décrirais ton humour? C'est c'est ultra difficile. Je C'est sais. surtout que j'essaye d'écrire des textes, j'essaye de développer mon esprit comique. J'ai pas pris de cours du tout, j'ai pas pris les cours du soir à l'école, j'ai pas pris les cours de Frank Grenier, j'essaye vraiment de travailler avec qui veut bien m'aider. Et, euh, et je te dirais que c'est assez difficile pour le moment de décrire où je me place. Parce qu'il va y avoir des petites touches absurdes, il y a des petites touches un peu trash. J'essaye de mettre des petites touches pas trash, mais un peu plus tendancieuses. Salace, mettons. Non, pas salace, non, c'est vraiment pas mon genre. Plus, Ok, ok. non, ça va être plus euh, de choquer gentiment. Mais plus de surprendre, entre guillemets, même si c'est le principe de l'humour, en fait, de surprendre, mais ouais, j'essaye différentes choses. J'essaye différentes choses. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi, par rapport à ce que j'ai fait? Selon toi, c'est quoi mon humour? Bon, ok, ben ça donne bien parce que j'avais un commentaire à faire que je m'étais dit, faut que j'en parle pendant le podcast, puis je m'en allais l'oublier. Euh, T'essayes de faire un mot beaucoup plus propre que, mettons, quelqu'un comme moi. Que moi, je sais pas, j'essaye pas d'être trash. J'y vais comme ça sort quand j'écris. Fait que c'est vraiment. Puis après ça, je retravaille. Il y a des affaires trop trash que j'enlève. Il y a d'autres affaires que. Bon, ok. Ça n'apporte rien au texte. Fait que je l'enlève. Mais pour vrai, ma mère, elle m'a un petit peu piqué au vif. Parce que. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? C'est. Ah, j'ai aimé ça, ton numéro. Mais, tu sais, ça va trop loin. Mais, celle que j'ai bien aimée, c'est le petit français, là. Elle aime ça un mot propre, là, mais j'ai comme, bon, ok, ma mère m'a préféré à quelqu'un qui est même pas né ici. Oh boy. Fait que, Ah, ben. je te demande tout de suite de pas t'approcher trop de Lefebvre, là, dans le coin de Drummondville. Si tu viens à Drummondville, approche-toi pas de Lefebvre, des fois que ma mère décide de t'adopter puis de me rejeter, là. Écoute, je me cacherai. Je ferai mon meilleur accent du lac Saint-Jean pour être sûr qu'elle ne me reconnaisse pas. Mais Non, mais... Tu sais, elle aussi, elle a un humour assez propre, fait que sur ça, ça irait bien, là. non, mais écoute, c'est drôle que tu dises ça. C'est vraiment drôle. C'est une drôle de remarque. Honnêtement, j'ai aucune idée du type d'humour que je fais. Puis, j'essaye pas de trop y réfléchir. J'essaye plutôt d'écrire des gags, en fait. Puis d'écrire les gags qui me viennent. Euh, moi, ce qui m'intéresse plus, admettons, ça va plus être l'angle, en fait, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Comme tu sais, là, mon angle dans le numéro dont on parle, d'ailleurs, il est disponible, je pense, sur la page de PA Boily, si vous voulez le revoir, ce live. C'était le numéro 5 de PA, c'est palpitant, si je me souviens bien. Le 4. 4, puis il est toujours disponible parce que justement, je suis allé réécouter.
pour cerner plus ton humour, là, parce que c'est oui, je t'écoutais, mais en même temps, je fais ces autres écrans après regarder les commentaires. Puis, fait que, tu sais, on n'est pas investi à 100% là, durant le live. Fait que j'ai l'écouter à Non, tête reposée. non, c'était difficile d'être concentré pendant un moment. Mais ouais, c'est ça. Donc, j'ai aucune idée de ce que je fais. Puis c'est pour ça que je suis curieux de toi, d'avoir ton avis. Euh, Et donc, parlant ouais, de mon numéro, l'idée c'était de dire, au moment, c'est de dire qu'effectivement je fais du vélo sans casque, mais que finalement c'est pas ça qui est le plus dangereux. J'insiste, hein, mais que finalement c'est pas ça qui est le plus dangereux. Que Montréal, faire du vélo sans casque à Montréal, c'est pas ça qui est le plus dangereux. Montréal est dangereux en soi. Puis la preuve, c'est que personne ne fait de plein air à Montréal. Puis que c'est pas l'endroit où tu vas aller faire du camping, du hiking ou whatever, ou du canot. Donc c'est plus mes angles que des angles un peu différentes que j'essaye d'exploiter, mais tu sais, je suis pas non plus extraordinaire, j'essaye pas de révolutionner l'affaire. Il y a bien euh, qui fait mieux que moi d'essayer de révolutionner le mot, mais j'essaye juste de trouver des angles qui, moi, m'intéressent ou je que je vais te trouve un peu. donner une impression que j'ai eue durant ton number. Surtout que tu viens de me parler de ça, que tu sais, ben, je sais même pas si on a parlé avant l'enregistrement ou pendant l'enregistrement, mais tu sais, t'essaies de te détacher de tes origines, Mm. tu sais, puis de t'intégrer, puis tout ça, puis c'est vraiment Charlotte, là, voyons, c'est pas ça que je voulais dire, ça a mal sorti. Tu sais, vraiment, félicitations, là, c'est très bien tu sais, de vouloir s'intégrer, puis c'est un bien. Mais ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que ça paraît dans ton humour. Parce que tu fais un petit peu de l'anecdote, mais avec tellement de liens avec, tu sais, les Bixi, Mm. les Orignaux, puis ainsi de suite. Puis, tu sais, tu ramènes les Orignaux à Montréal. Tu sais, c'est comme, tu sais, c'est des liens, tout plein de petits liens de même. Comme le gars qui t'a mordu à la tête, je me souviens Mm. plus c'était où exactement, mais tu sais, vraiment avec une location précise. Fait que je trouve que, tu sais, sur ça, t'es vraiment quelqu'un qui fait pas l'anecdotique à proprement parler, mais qui mélange ça avec, tu sais, vraiment beaucoup de liens. Tu relates beaucoup. Mm. Puis, c'est ce que j'ai observé étant quelqu'un qui fait principalement de l'anecdotique. Puis je fais pas autant de liens que ça. Puis j'aimerais ça avoir la capacité de faire mon anecdote, puis avec autant de liens par rapport à soit le Québec en général ou Mm. des situations d'actualité, mais je l'ai pas ça. Fait Mais je pense qu'en fait, de l'humour d'anecdote, ça résume à peu près bien ce que j'essaye de faire, dans le sens où tu sais, c'est quand même des situations, je pars toujours d'un point de départ qui est par rapport à une situation que j'ai vécue, que après j'essaye soit d'en tirer justement un angle, soit d'en tirer des gags, soit d'en tirer une situation absurde ou ridicule. Mais souvent, j'essaye quand même de. Ça part souvent d'une anecdote qui me concerne. Donc, ouais, de l'humour d'anecdote, puis de la dérision. Si j'essaye d'utiliser la dérision, enfin, je dis que. ouais, mais c'est ça, parce que là, je voulais pas te pousser à dire que c'était de l'anecdotique que tu faisais, mais c'est un petit peu le même que j'ai senti, puis vu que j'ai juste vu un numéro de toi, là, tu sais, j'ai pas une image générale. Non, non, Mais, tu sais, c'est ça, tantôt tu m'expliquais, je fais un petit peu d'absurde, mais c'est mais sûr que quand tu fais de l'anecdote, t'as pas le choix de graisser autour. Fait que c'est là que hmm, ça devient difficile à cerner exactement ce qu'on fait, là. c'est ça. Puis, c'est difficile de résumer de l'humour d'anecdote. Enfin, l'humour d'anecdote à ce que ce soit un style en particulier, parce que tu sais, les situations, elles ne sont pas vraiment arrivées, on s'entend. Hein. Je préfère rassurer le monde. Maintenant, j'ai un casque, par exemple. Mais il y a quand même. Ouais, c'est un point de départ. Disons que c'est plus un point de départ. C'est un prétexte, en fait. C'est juste un prétexte. Le Certaines prétexte, c'est prémices. l'anecdote. Ouais, c'est mon prétexte. Mais après, je pourrais faire des fausses anecdotes totalement absurdes, mais je trouve qu'il m'arrive quand même des choses suffisamment idiotes dans mon quotidien pour que ça puisse devenir des numbers. Donc je continue sur ce que j'ai vécu, puis quand je serai tanné, je m'inventerai une vie. Ouais, ben, c'est ça aussi, moi, que je me suis dit quand j'ai commencé à écrire des textes. Pourquoi inventer des. Parce que moi, j'aime beaucoup raconter.
Ça, à la base, c'est déjà de quoi que j'ai. J'ai écrit des livres avant de me lancer dans le mot. Donc, pour moi, c'est plus naturel de raconter que de faire des liners. Là, après ça, je me suis confronté à, bon, est-ce que j'invente comme dans mes livres ou je reprends de quoi, que j'ai vécu. Puis la vie est tellement absurde que souvent, quand on regarde ça avec une vision extérieure, c'est toujours plus drôle que ce qu'on peut inventer, on dirait. C'est sans limite ce qui nous arrive dans la vie, à quel point ça peut être ridicule. Là. Mais c'est ça, effectivement. C'est plus que de l'humour d'anecdote, c'est plus de l'humour d'observation. Sauf que le sujet d'observation, ça va être toi-même. Et je trouve que l'observation, il y a comme quelque chose qui est plus global que juste dire de l'humour d'anecdote. Parce que, tu sais, admettons de l'humour d'anecdote, je vois plus ça comme, je sais pas si tu connais Simon Trottier, de Chauffer Éclairé. Qui... Sinon, ça m'échappe. C'est génial. Si tu as l'occasion de le voir en show, je te conseille vraiment. Lui, c'est vraiment un show à la cape. En fait, il a une liste de titres, de sketchs. Puis tu votes au fur et à mesure en fonction des titres sur les sketchs que tu vas entendre. Toutes ces sketchs, c'est des anecdotes. Il y a la fois où il a vendu du pot à Boone Desjardins. Il y a la fois où il s'est fait arrêter à Bicoline. C'est à mourir de rire. C'est génial. Et ça, pour moi, c'est de l'humour d'anecdote. C'est de l'humour d'anecdote. Mais c'est un conteur humoristique. Il beurre et paye, il en rajoute. Il a du charisme sur scène, donc il a un acting qui est vraiment bon. Mais moi, je pense que c'est plus de l'humour d'observation. C'est juste que le sujet de l'observation, c'est moi et mon quotidien et les choses que je peux faire qui effectivement sont absurdes parce qu'on fait des choses absurdes au quotidien. Mettons, là, si on s'en va plus vers les humoristes que tu suis, là, tu m'en as parlé rapidement. C'est qui tes principales influences, je dirais, là, autant ici qu'aux États-Unis, qu'en France, même en Afrique de l'Est. Attends, là, c'est aussi qu'il y a beaucoup d'humoristes en Afrique, là. En Afrique du Nord, pas un peu partout, en fait. Ouais, ben, tu cherches... Il y en a partout des humoristes, fait que c'est qui tes principales influences? Mais là encore, c'est difficile. Tu sais, c'est difficile, c'est quoi les influences? C'est les gens auxquels j'ai envie de ressembler? C'est de ressembler ou tout du moins... pas nécessairement à ressembler, je te dirais peut-être ceux que tu paierais des billets pour aller les voir ou que t'es plus fan. Parce que j'avoue que souvent, moi j'aime beaucoup des humoristes qui font de quoi de complètement différent de moi. Tu sais, comme François Bellefeuille, je l'adore. Mais je ne crie pas sur scène. Ben, n'empêche, je le fais un peu, mais pas de la même façon que lui. Tu sais, je suis pas tout le temps fâché. Fait que, ça ressemble pas du tout à ce que je fais, là. Moi, je te dirais, je paierais pour voir Gad Elmaleh pour être sûr qu'il m'a pas volé de joke. Non, j'aurais dû voir, par exemple, Simon Gouache au mois de mai, mais il y a eu une pandémie. J'aimerais beaucoup voir Yannick Donartino. C'est vraiment quelqu'un, j'adore son univers, je l'ai déjà vu en rodage, mais un spectacle de lui, j'aimerais vraiment le voir. J'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup ses propositions, je trouve. C'est quelqu'un qui, je trouve, maîtrise vraiment l'humour absurde. Qu'est-ce que je paierais pour voir? Il y en a plein. Honnêtement, il y en a énormément. Un que j'aime beaucoup en France qui fait de l'humour très vulgaire, c'est mince, c'est pas vrai que j'ai perdu son nom. Pourtant, je l'ai vu en spectacle. Je me sens tellement bête d'avoir perdu son nom. Je sais pas, admettons, s'il fallait que je choisisse un humoriste français, je vais dire... il n'y en a même pas qui me vient en tête. J'ai l'impression d'avoir été tellement déconné. Ah si, Kairon. J'aime beaucoup Kairon. Okay. Il fait beaucoup d'impro aussi sur scène. Il joue beaucoup avec le crowdwork et tout. C'est un super humoriste. Si Kairon, il a beaucoup de contenu web. Un humoriste, tu dis que tu appréciais le fait que je m'intégrais. Il y a Thomas Wiesel qui vient beaucoup aussi au Québec, un humoriste suisse qui est vraiment bon et que je suis beaucoup sur Instagram. Il a des bonnes jokes. Je pense que Mike Ward en a parlé à sous-écoute à un moment donné.
Il est déjà venu à sous-écoute. Ah, ok, ben c'est lui, exactement. Si tu fouilles, il y a un épisode Ouais, avec lui. ben, je l'ai vu, j'ai tout écouté, dans le fond. Ouais, ouais. C'est pour ça que ça me disait de quoi, mais là, je sais pas assez sûr, vu que ça fait longtemps. Euh, Là, ça m'a apporté une question, tout ça. Toi, est-ce que t'es quelqu'un qui fait de l'impro sur scène un peu? Ou, tu sais, tu t'es fidèle à ton texte? Euh, Honnêtement, comment ça se passe? C'est que une heure avant de partir pour le show, j'écris mon texte, puis je le connais par cœur, puis je me le récite, je me le récite, je me le récite. Et tu sais, j'ai du mal à sortir de mon texte. Parce que c'est quelque chose qui s'apprend, puis qui vient comme avec l'expérience de scène. Mais j'ai du mal à sortir de mon texte. Je pense que c'est une question, c'est un manque d'expérience de scène, parce que j'ai pas fait beaucoup de scènes finalement avant il y a un an et demi quand j'ai commencé à faire de l'humour. Ben, je t'avouerais que c'est pas nécessairement de quoi que... Ben, ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Je vais tout de suite t'expliquer... je sais pas si tu te souviens, pendant mon numéro, avant un de mes gros punch, j'ai complètement oublié mon texte. Pourquoi? Parce que j'étais trop sorti en improvisation. Mm. Fait que c'est ça. Ça peut te tirer dans le pied, assez vite. Fait que c'est pas mauvais de pas en faire, puis c'est pas bon d'en faire non plus. Mm. C'est juste une question par curiosité, là, mais... Mais après, je te dirais plus que de l'improvisation, c'est de l'adaptation. Tu sais, dans ton wording, même dans ton delivery en général, dans ton acting, il y a des choses. Tu sais, si tu fais une V1, la façon dont tu as vu ta V1 dans ta tête ou comment tu l'as écrite, c'est sûr qu'elle va être à 6 pieds de. Parce que c'est une distance que tout le monde connaît, 6 pieds. Elle va être à 6 pieds de ce que tu as pensé. Et ça, c'est toute la partie de réécriture qui se fait en fait naturellement sur scène parce que le mot que tu crois que c'est comme ça, la phrase, ton phrasé, comment tu crois que c'est exactement que tu vas le dire, mais en fait, tu te retrouves sur scène face au public, puis c'est sûr que tu vas pas le dire comme ça. Puis en fait, des fois, ça va être plus drôle, puis tu vas le retravailler la fois d'après. Tu sais, t'as ton fil rouge, t'as tes jokes, t'as ton pacing, mais tu sais, t'as quand même une grosse partie d'interprétation qui rentre dans ton number. Puis, C'est comme ça que je le vois en tout cas. ben, c'est comme ça que je le vois aussi. Parce que c'est vrai que j'ai extrêmement regretté d'avoir improvisé. C'est sûr que sur Zoom, c'est très très différent aussi, là. J'ai regretté d'avoir improvisé parce que si je... Ça a bien donné parce que dans mon pacing, ça tombait que ma note pour me... Tu sais, juste avoir l'ordre de mes gags, ça retombait direct. J'étais entre deux gags dans le fond. Fait que ça m'a pas mis trop dans le trouble, mais ça me serait arrivé ailleurs dans le texte que j'aurais été perdu pour le number au complet. Mais ce qui m'a moi ce qui m'a plus surpris ça a été en fait c'est l'inverse, c'est drôle parce que c'est exactement l'inverse qui m'est arrivé pendant l'open mic. J'étais incapable de me réécouter après parce que je suis absolument pas sorti de mon texte dans le sens où j'ai deux écrans là chez moi. J'avais mon texte sur l'autre écran, puis je vous avais vous en face de moi, puis j'étais comme fixé, focalisé sur mon texte. C'était impossible d'en sortir parce que j'avais comme ma béquille à côté de moi, alors que d'habitude c'est mon cahier ouvert sur le tabouret, mais là j'avais ma béquille à côté de moi, puis là c'était plus facile finalement de lire mon texte. Il n'y avait aucune part à la réinterprétation, à la réécriture qui était possible, puisque de toute manière j'avais mon texte sous les yeux, puis je ne me l'étais pas approprié. C'était une V1 que je jouais by the way, et que je ne me l'étais pas réapproprié. Donc c'est toute la difficulté en fait de sortir de son texte. Il y a de l'improvisation, il ne faut pas détruire ton pacing, mais tu as le droit de quand même, s'il y a une joke qui te vient en tête sur scène, il ne faut pas se priver de la faire. Tu as tout à y gagner si elle marche, puis si elle marche pas, tu la referas la semaine d'après. Tu la referas pas la semaine d'après. Ouais, c'est ça, je veux dire que c'était courageux. Là. Tu la referas la semaine d'après. Il y a des jokes qu'il faut forcer. Des fois, c'est juste une question de crowd et de public. Il y a des jokes qu'il faut forcer. Mais généralement, si les gens te huent, c'est qu'il faut pas leur faire. Effectivement, c'est toujours un bon signe que non, ça ne passe pas. Sinon, t'es-tu quelqu'un qui est porté à faire du crowd work ou ça,
tu t'approches moins de ça? T'sais, l'interaction avec le public, c'est-tu de quoi qui t'attirait? T'sais, si t'en as pas déjà fait, est-ce que tu prévois en faire? Quand tu dis de l'interaction avec du public, tu parles pas des hecklers. Hein. Du crowdwork, dans le fond. Ouais, parce qu'à part les hecklers, j'ai jamais. À part le dude un peu trop chaud dans le fond de la salle qui te coupe parce qu'il croit qu'il a une job plus drôle que toi. Non, pas vraiment. Je te dirais que j'ai pas vraiment eu l'occasion. Puis, tu sais, en open mic, on a que des 5 minutes. C'est difficile de. Si tu places une minute de crowdwork et je vais me faire allumer sur mon accent anglais. Pendant ton number, il te reste plus que 4 minutes pour faire des jobs, puis ça va vite 4 minutes. Et puis sur les seules fois où j'ai fait des soirées régulières, j'avais tellement la chienne que de toute manière, je pouvais pas sortir de mon texte. Donc, non. Mais j'aimerais ça faire de l'animation juste une fois pour voir. Oui, ben c'est sûr que l'animation, c'est beaucoup plus permissif à ce niveau-là. Puis justement, c'est fun que t'en parles parce que le 5 minutes, justement, la soirée qu'on a faite ensemble, je l'ai pas respecté à cause de ça. Ouais. Moi, je l'ai fait un peu. Ben, c'est sûr que c'est moins évident sur Zoom, là. C'est plus du comedian work, que si je peux dire, là, que dans le fond, je crowdworkais avec des autres humoristes. Ouais, les humoristes. Mais, tu sais, déjà là, je me suis mis un break parce que PA m'a tellement ouvert une belle porte. Puis moi, j'ai voulu rentrer dedans, puis là, j'ai été obligé de reculer parce que c'est déjà là, j'ai perdu un bon 40 quelques secondes juste là-dessus que j'ai dépassé 5 minutes. Là. Après, justement, c'est aussi ce que je me suis dit que sur un open mic en ligne, on pouvait peut-être être plus permissif. Donc, j'ai pas trop essayé de regarder mon temps, mais je pense que je suis rentré dans les 5 minutes sans problème. Mais ouais, non, c'est ça, comme tu dis, ouais, faut. Ça, il suffit que la personne qui te réponde ait une phrase de trop, puis t'as bouffé 20 secondes de plus sur ton numéro. Ben, surtout que le danger, c'est que c'est un piège. C'est que si quelqu'un te répond, c'est vraiment smooth, moi je m'appelle Louis, je viens de Drummond, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, rien. Tu sais, ok, c'est un BS, mais là, tu vas pas coller ça de même. Ben, tu sais, n'empêche que même, je pense que je le ferais, là, mais, en tout cas, je suis pas dans le contexte, mais tu sais, c'est plus court. Mais une réponse que MPA m'a faite, ça, là, j'aurais pu faire un 5 minutes juste là-dessus, là. Mais c'est ça le piège, que si tu réponds trop longtemps, tu fais trop de gags avec ça, c'est sûr que tu manges son matériel, là. Non. Mais c'est pour ça que tu peux te le permettre. C'est pas le travail de l'humoriste de faire du crowdwork, sauf si t'es effectivement à l'animation. Sauf si t'es à l'animation ou sauf si c'est ton personnage puis que t'avais vraiment envie de jouer avec ça. Justement, Kairon fait ça, c'est le but de son number, c'est le but de son humour, tu vas le voir en spectacle, c'est du crowdwork, puis il cherche ses idées en discutant avec le public. Mais sinon, non, c'est pas le but, sauf si t'es à l'animation, effectivement, puis que t'as le goût de t'amuser avec le métier que font les gens. Tu me parlais de t'aimerais ça essayer l'animation, est-ce que t'as un plan en tête par rapport à ça, ou c'est plus dans le vague pour le moment? Non, c'est le jour où l'opportunité... le jour où j'aurais cassé une cheville à Sacha pour qu'il puisse pas animer l'open mic de la maisonnée. Non, j'ai pas de plan par rapport à ça. C'est quand j'aurai la possibilité de le faire, je le ferai, mais quand j'aurai le goût, le temps et l'énergie de monter une soirée d'humour, peut-être que je mettrai l'énergie pour le faire. Mais je trouve que ce qui est plus payant, c'est d'être à la chronique que d'être à l'animation. Ouais. Parce qu'en étant à la chronique, tu t'assures un 5 minutes toutes les semaines. Donc, sans forcément écrire un nouveau numéro à toutes les semaines, mais ça te permet de casser du stock à toutes les semaines en tout cas. Oui, effectivement. Puis pour Sacha, je vais te donner un truc meilleur d'y casser une cheville, mettons avec une batte de baseball ou avec un coup de pied bien placé. Mets une trappe à ours en avant de chez eux, puis t'es pas sur place quand ils se pognent la jambe dedans, fait que t'es pas incriminé. Puis là, t'hérites de son poste à maisonner, fait que, tu vois, fait que Sacha, mets des capes d'acier au moins.
C'est avec toi que je vais m'associer. Ouais, des câbles d'acier, ça. Ah, mais ça va y protéger les orteils. Au moins, il perdra pas d'orteils dans le piège, mais il va avoir la jambe poignée dedans pareil. Le piège à ours, je retiens. Mais j'espère. Ouais, non, c'est ça. L'opportunité se présentera peut-être un jour, puis un jour j'irai faire du. Mais je trouve que c'est plus payant de faire la chronique sur une soirée. Je préférerais presque mettre de l'énergie pour monter une soirée, pour être à la chronique, plutôt que pour être animateur. Ouais, Plus vraiment pour avoir l'assurance de pouvoir travailler mon texte toutes les semaines ou aux 2 semaines. je t'avouerais que moi aussi, c'est de quoi qui m'a traversé l'esprit. Tu sais, là, ben, tu sais, je connais du monde qui ont des soirées dans la région où c'est que je suis, mais je trouve. J'ai comme pas le gosse d'arriver à quelqu'un avec l'expérience que j'ai. Ouais, je peux faire des chroniques parce qu'ils ont pas de chroniqueur. Est-ce que je peux faire des chroniques à ta soirée? C'est sûr, c'est un guest à prendre, là. Mais non, à l'origine, avant de me faire booker au mois de mars, je voulais me partir une soirée parce que j'en voyais pas à Drummond, mais il y en avait déjà 2, mais j'étais juste pas au courant. Fait que j'étais rendu au point où c'est que là, je me disais, bon, je vais essayer de me partir une soirée, mais c'est ça, moi, je voulais pas faire nécessairement l'animation complète. Puis je vais te revenir avec ça. Tantôt, tu me disais que tu n'avais pas fait de cours à l'école de l'humour. Puis je vais te parler d'un cours qui, moi, personnellement, m'a beaucoup intéressé quand que j'en ai entendu parler. C'est le cours d'animation. Que ça se passe à une fin de semaine. Puis c'est beaucoup moins dispendieux que les autres. Fait que c'est vraiment un cours juste focusé sur l'animation pendant une fin de semaine. Oh ouais, ça peut être intéressant. Je dis pas que je prendrai pas de cours. C'est plus que si j'ai pas d'argent pour me payer un casque de vélo, j'ai pas non plus d'argent pour me payer les $350 pour une session à l'École nationale de l'humour. Mais non, c'est plus que aujourd'hui, comme je te disais avant le podcast, là, j'ai comme une job qui me prend du temps, fait que le jour où j'aurai fini mes études, je pourrais m'investir un peu plus dans l'humour et prendre du temps peut-être pour prendre des cours ou pour animer ou être chroniqueur sur une soirée. Et effectivement pouvoir travailler plus le texte. Mais c'est évident que tu peux écrire tout ce que tu veux comme texte, sauf si tu as des talents d'auteur incroyables, mais tu peux écrire tout ce que tu veux comme texte. Si tu veux vraiment être humoriste, c'est sur scène que tout se joue, c'est sur scène que la game elle se fait, puis c'est sur scène que tu prends l'expérience, puis que tu sais si c'était vraiment fait pour ça, ou si c'était fait pour être derrière l'ordinateur, puis repasser sur des textes pour écrire des choses. Mais il faut prendre le temps, tu sais. Ouais, puis là, je suis curieux parce que ça fait 2 fois que tu m'en parles, là, mais t'étudies en quoi présentement? J'étudie en sciences de l'environnement. Ok. C'est assez vague. Ouais, c'est un podcast d'humour, ça va être moins drôle si on parle de ça. Mais non, mais je m'intéresse aussi à ton univers, là. C'est pas. C'est sciento, la personne qui fait de l'humour, là. Fait que, ouais. Dans le fond, je fais un doctorat, brag, en sciences de l'environnement à l'UQAM. Donc, je travaille sur. En fait, ma discipline, c'est de la biogéochimie. Donc, en fait, concrètement, j'étudie le carbone, indirectement les émissions de gaz à effet de serre d'écosystèmes boréaux. Et moi, en particulier, je travaille sur une tourbière qui est près de Havre-Saint-Pierre, sur la côte nord du Québec. Ok. Donc, c'est pour ça, c'est prenant. C'est là, aujourd'hui, j'ai passé la journée un peu dans mes mails pour savoir quand est-ce qu'on retournerait sur le terrain pour aller prendre nos mesures et faire nos analyses. Tu vois, là, je repars 2 semaines pour un 10 jours sur la côte nord. Donc, je suis parti déjà 3 fois cet été. Donc, tu sais, déjà, dans un été, ça prend quand même du temps, plus tout le travail qu'il y a à côté. C'est assez demandant. C'est pour ça que l'humour, tu sais, c'est... Ouais, ben, l'humour, c'est très prenant, puis c'est pas des horaires normales nécessairement. C'est ça. C'est le soir, ou tu sais, c'est en dehors souvent, fait que c'est beaucoup de voyagement. Ouais, mais à Montréal, c'est quand même facile. Tu sais, souvent, ce que je faisais, c'est que je restais au laboratoire où mon labo où je travaille est en centre-ville, donc c'est assez facile. Tu sais, je restais au centre-ville, je prenais un bus ou un métro pour aller sur la soirée, genre au dernier moment, pour être un peu en avance sur la soirée. Mais je me rendais compte que au moins au fur et à mesure, l'expérience venait, puis j'arrivais mieux à gérer mon stress, mais au moins sur les premières soirées, j'étais totalement inefficace l'après-midi avant mon passage. Donc ça, genre, j'avais ma soirée un jeudi, je faisais une croix sur mon jeudi après-midi parce que je savais que j'allais tourner en rond dans mon bureau à essayer de
trop stressé. C'est très très omnubilant quand on est stressé par un texte. Puis là, ça vient qu'on essaye de travailler sur autre chose, puis le texte revient tout le temps en arrière. Là. Ouais, c'est exactement ça. Donc c'était un peu difficile. C'est un peu difficile de composer avec les deux. Mais je te dirais que la confiance, au fur et à mesure que j'ai fait de la scène, puis que ça allait bien ou pas forcément bien, c'était à la fois te préparer comme un fou, puis stresser comme un malade pour que ça rende fort un podcast. Et puis à l'inverse, de te préparer très fort, puis finalement de te casser la gueule sur scène, pas un podcast à une soirée. Puis à l'inverse, de te préparer fort, puis de te casser la gueule sur scène à une soirée. Et tu mets la même énergie pour un résultat qui est totalement différent. Donc en fait, tu comprends que le secret, c'est de connaître ton texte, d'y aller. Puis, ça passe tant mieux. Si tu te casses la gueule, tant pis. Mais d'essayer de ne pas trop stresser le reste de la journée, en tout cas. Je comprends très bien ce que tu faisais, parce que c'est niaiseux. Au début, je faisais le podcast, puis j'étais vraiment nerveux avant de commencer à toutes les fois. Là. Puis tu sais, mon après-midi, je faisais plus rien, puis là, je pensais à là, je me faisais des questions dans l'ordre, puis ce que j'aurais peut-être dû garder, parce que ça, des fois, j'ai des petits blancs, plus de questions comme là, faut que je réfléchisse, puis ça paraît là que je suis pas suffisamment préparé, peut-être. Mais fait que ça tombe malaisant, mais je l'avais vraiment le rush, mais là, c'est sûr que je l'ai plus, mais c'est vraiment... Ben, je l'ai eu aussi un peu avant l'open mic, là, qu'on a fait. Ben, plus au niveau de pratiquer le texte. J'ai passé la journée à viroyer dans l'appart, à répéter. Là, mes voisins devaient penser que je suis devenu complètement fou, là. Mais c'est drôle parce que j'aurais dû être en placement sur la soirée de Lucas. C'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Ok. Parce qu'il y avait eu un trou, puis finalement il a fait mauvais temps les 2 jours où j'aurais pu passer. Donc j'ai pas joué, je suis pas remonté sur scène physiquement. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé 2 après-midi à réécrire mon texte, à retravailler mon texte, puis à être comme dans le stress et dans l'angoisse du passage, puis tout ça pour finalement qu'il se passe rien. Donc non, effectivement, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. T'investis du temps, t'investis quelque chose de super personnel dans l'humour, en fait. C'est une partie de toi que tu joues sur scène. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je le vis. Ben, regarde, là, tu me donnes l'occasion de rebrancher ce que je dis tout le temps, là. Je suis content parce que j'aime expliquer ma vision de l'humour. L'humour, c'est franc, tu mets tes tripes sur la table. Il n'y a aucun art aussi personnel. T'sais, autant dans la musique, la peinture, ça n'a rien à voir. Même écrire un livre, pour l'avoir fait, j'ai fait un livre qui parle de ce que j'ai vécu dans mon accident et tout ça, puis je le trouve moins personnel que de faire un number sur quoi comme ça. Parce que tu mets vraiment tes tripes dans un number. Ouais, c'est que ce que j'ai réalisé, ou tout du moins ce que j'ai pris conscience, c'est que tu as 2 choses en humour qui vont être différentes de tous les autres arts. C'est que la musique, ça peut être personnel, ou admettons, si tu prends la peinture, ça peut être personnel. Mais la peinture, ça va être quelqu'un qui va voir ton œuvre, qui va comme être devant, puis qui va dire comme « Ah, c'est beau » ou « Ah, ça me fait ressentir telle émotion ou telle émotion ». Et toi, tu le verras pas. La musique, ça peut être personnel, puis il va y avoir comme le public qui va comme réagir. Quand même, tu vas avoir l'énergie du public qui va être palpable. Mais ce qu'il y a avec l'humour, qui n'y a pas avec beaucoup d'autres formes d'art, c'est que d'une part, tout ce que tu ressens, tu le verbalises. Et tu mets des mots sur tes émotions, tu mets des mots sur ce que tu vis. En plus, la réaction du public, tu l'as pleine balle. Si tu as des rires, tu vas les avoir. Si tu n'as pas de rire, tu vas les avoir. Si tu arrives à avoir de la compassion de ton public, tu vas l'avoir. Donc, c'est là où il y a quelque chose de super personnel, c'est que la réaction de ton public par rapport à ce que tu veux transmettre sur scène, tu l'as directement. C'est ça que je trouve fascinant, en fait, dans l'humour, dans le fait de faire de l'humour. Ben, surtout que le rire, c'est l'émotion la plus dure à simuler. Fait que c'est une émotion très, très honnête. Fait que ça tombe que c'est une connexion que nous, on donne de quoi de très personnel,
Puis le public nous donne une réponse aussi personnelle, aussi franche, c'est franc. Parce que s'ils aiment pas, ils peuvent pas simuler un rire. Puis s'ils aiment ça, ils rient. Fait que nous autres, on attend qu'ils rient. Puis on vit le malaise si ça marche pas. Ouais. Fait Non, que ensemble. ça tombe un peu comme tu tires à la corde. Mm. Tu tires la corde pour que le public retire de le bord, mais des fois, la corde, il n'y a plus de réponse dessus. Puis là, tu vis le malaise, tu te plantes sur le dos, puis tu tombes à la renverse. Ouais. Faut que ça arrive. Ouais, c'est sûr qu'il faut que ça arrive parce que sinon on n'apprend pas, mais ça reste que ça fait mal. Ouais, puis tu sais, il y a plein de trucs qui sont. La pire erreur quand tu fais un show qui se passe mal, c'est de te dire ah, c'est de la faute du public. Parce que non, c'est toi qui les as pas fait rire. C'est jamais la faute du public en réalité. Hein. C'était ta job de. Alors, ok, je vais faire un truc qui est vraiment pas classe, mais. Voilà. Ah, ben, je m'attendais à payer que ça, pour vrai, j'étais comme. Moi, c'est quoi, il va pogner un couteau, faire un trou dedans, il va boire. On va la boire comme ça. Ouais, se faire des shots. non, mais. Si c'était juste ça. Déjà, je bois pas mon verre de vin. Je vais t'avouer. Tu vois, comme je suis intégré, je bois la bite à Tibi. Donc, je suis. Oh, ouais, il s'intègre. J'encourage les micros québécoises. Mais là, je vais t'avouer que t'as tellement un humour propre que ça se transparaît même dans les podcasts. Tu me dis, je vais faire de quoi qui a vraiment pas de classe. Puis, pour vrai, tu m'as vraiment déçu, là. Ne pas avoir de classe avec toi, c'est avoir de la classe. Comme, désolé tout le monde, je vais faire un petit peu de bruit. Je vais m'hydrater un peu, désolé. Il fait chaud. Oui, vraiment. Mais ouais, non, c'est ça que je trouve. Mais ça, pour revenir à l'humour, c'est ça que je trouve super intéressant. C'est d'avoir cette réduction épidermique. Puis si tu la passes, c'est pas non plus totalement de ta faute. Ça peut être pas ta soirée. Puis faut pas non plus se mettre la pression d'être obligé d'être drôle à chaque 7 secondes ou à chaque punch. Mais il faut le vivre un froid. Pour vivre un gros fret sur scène, je t'avouerais que c'est une expérience. Moi, je suis quelqu'un qui me met beaucoup de pression dans tout ce que j'entreprends dans la vie. Puis après l'open mic qu'on a fait ensemble, Sacha m'a écrit comme « Puis, comment ça s'est passé? T'as-tu aimé ton expérience? » Moi, je suis comme « Ouais, mais non. Je me suis planté. » Mais tu sais, je me suis pas planté. Mais il y a 2 places dans mon texte, tu sais, que je me suis vraiment planté que... T'sais, ça a pas rentré du tout comme que je voulais. Puis je l'ai filé que je l'ai pas livré comme que je voulais. Puis je suis tellement exigeant envers moi-même que pour vrai, ça m'a vraiment forcé à le retravailler. Puis fait que, tu sais, ça dépend comment tu perçois ça. Parce que moi, je veux pas arrêter d'être exigeant avec moi-même. Puis j'étais vraiment... Ben tu sais, j'étais content. Tu sais, j'aime faire de la scène pour déjà en avoir fait puis tout ça. Mais... j'aime avoir le côté tout aussi exigeant de l'autre bord de je me juge même en le faisant, mais tu sais, j'ai resté quand même concentré, mais tout de suite quand c'est arrivé, je le savais, bon, je l'ai noté mentalement comme bon, là, Chris, mon Louis, tu viens de faire une gaffe, là. On retravaille ça après, puis tu sais, vraiment, à la fin du numéro, j'étais content parce que je m'étais pas littéralement planté, mais j'avais un malaise là, en fin de number. Mais tu sais, c'est drôle parce que tantôt tu me disais est-ce que tu fais de l'impro sur scène, puis je te disais que pas vraiment dans le fond. Mais pour moi, la marque, je te dirais la marque, le moment où tu deviens un bon humoriste, c'est pas le moment où tu arrêtes de te planter sur scène. C'est le moment où plutôt que, je dirais, d'improviser, c'est vraiment le moment où tu es capable de t'adapter à ton public. Puis où tu es capable de sentir un peu la vibe de ton public, puis sans en arriver à faire de l'humour qui soit trop lisse ou trop conventionnel ou trop mainstream, entre guillemets, ou comme qui plaise à tout le monde. Je pense qu'il y a comme une frontière qui existe où en fait tu es capable de tellement maîtriser ton texte, de tellement maîtriser ton art, que tu es capable d'adapter ça
d'adapter ça à ton public. Puis je trouve qu'il y a des humoristes qui le font super bien. J'ai peut-être pas d'exemple en tête qui me viennent là, mais qui est-ce que je connaîtrais qui serait capable? Il y en a qui rentrent partout. Je sais de quoi tu parles, mais j'essaie d'en trouver, là. Mais tu sais, un humoriste que j'aime beaucoup, c'est Reda Saoui. Et j'ai eu la chance de voir Reda un bon nombre de fois. Et c'est quelqu'un qui est capable de te retourner une salle partout où il passe. Puis c'est pas vrai qu'il a exactement le même public dans chaque salle. Mais tu sais, je l'ai vu dans une petite salle à Villeray, comme je l'ai vu dans une salle à Hochelag, comme je l'ai vu au Terminal, ou je l'ai vu à n'importe où, ou à Antidote Bouffe Vegan. Puis à chaque fois, il a réussi à retourner la salle. Puis tu vas pas me dire qu'à chaque fois, il avait le même public. Ouais. C'est la qualité de l'humoriste, en fait, qui fait la différence. C'est beaucoup s'adapter. Puis c'est Mm. que... Moi, dans mon humour, qui est très très différent du tien et que ma mère me l'a fait comprendre, je cause des malaises volontairement. Elle s'appelle comment, ta maman? Je euh, voudrais Syl- juste là. Sylvie. Merci, Sylvie. Je suis très touché. Je veux lui dire, il y a quelqu'un qui t'a adressé un message dans mon podcast, fait que... Alors, bon, je vais l'écouter. Non, c'est ça, je crée des malaises volontairement. Là, c'est sûr, je n'ai pas tant provoqué, tu sais, dans la soirée où c'est qu'on a été ensemble, parce que c'est dur de créer un malaise puis de gérer ça en Zoom, là. Ouais, c'est ce que... La crowd est comme pas là. Fait que... Non, c'est ça. Mais C'est ça. c'est de quoi que j'ai hâte d'essayer parce que je l'ai pas encore essayé sur scène. Mais c'est justement de ramener la salle après. Sauf que là, j'ai hâte de voir si je suis à la hauteur après pour qu'avec mes gags, ben tu sais, c'est le gag de faire le malaise, là. Mais Ouais. j'ai hâte de voir si je vais être capable de rentrer assez fort pour ramener le monde. Parce que si j'y crois pas moi-même, ça marchera pas. Ouais, mais c'est ça. C'est des trucs qui se sentent avec un vrai public en face de toi. Puis c'est ça, c'est une expérience que tu as quand tu as le public en face de toi. Euh, tu sais, on n'est pas préparé, nous, avec le peu d'expérience qu'on a, on n'est pas préparé à faire des choses sur Zoom où finalement, tu sais, on n'a pas la réaction du public, où on n'a pas justement cette réaction épidermique. Puis tu sais, c'est drôle, on a fait 2 fois avec ma blonde, on a été 2 fois invités pour voir le Wi-Fi Comedy Club, qui est le show en ligne qui avait été lancé par J'ai Phil été Roy. un fan pur et dur. Je payais mes billets. Puis, Mais ce qui était vraiment le fun, puis il y a une Nif qui a été invitée à sous-écoute, où justement Mike Ward le complimentait sur ses passages au Wi-Fi Comedy Club, dans le sens où il a été capable de comme briser ce mur qu'il y avait en fait entre lui et le public qui était finalement derrière son ordinateur. Puis je trouve que on a vu la dernière en fait du Wi-Fi Comedy Club et il y avait Stéphane Fallu qui était invité et lui aussi a réussi à briser en fait ce quatrième mur, dans le sens où ce qu'il a fait, c'est que sa crowd, c'était Phil Roy qui était à la technique derrière son ordinateur. Donc il a passé une partie de son show à faire du quad work avec Phil Roy. C'était hilarant. C'était hilarant et c'était un bon moyen en fait de comme surpasser un peu le fait qu'il n'y avait pas un public direct en face de toi. Et j'ai trouvé ça génial. ben oui, mais c'est tellement parfait parce que dans le fond, le malaise qu'on vit avec l'écran, que même quand moi j'ai été souvent, puis souvent les humoristes font du crowd work avec le public, mais c'est comme, tu sais, même à un moment donné, je me souviens plus c'est qui faisait du crowd work avec moi. Puis il m'a dit, j'avais ma casquette du bordel ce jour-là, puis on voyait mon micro, fait que là tout de suite il m'a dit, je suppose que toi t'aurais aimé ça faire le Wi-Fi Comedy Club. Puis moi j'ai dit, non, je suis pas prête pour ça. Mais lui, il a pensé, je suis pas prête pour me faire roaster. Mais moi, je lui ai dit, non, je suis pas encore assez à l'aise pour faire, mettons, de quoi de gros comme le Wi-Fi Comedy Club. Mais, tu sais, déjà là, dans mon ton de voix, tu sais, pour moi, ça paraissait que c'est ça que je voulais dire. Mais vu qu'on vit un malaise avec l'écran, tout de suite, il a changé l'écran comme, ok, je voulais pas le mettre mal à l'aise.
Mhm. Tu sais, ça crée des petits moments de même, là, que la communication est plus dure à établir. Ouais, ouais, tout à fait. Non, non, c'est évident. Tu sais, les codes sont différents, la réaction du public est différente, voire totalement absente. Non, non, tu sais, ton delivery doit changer, ton acting doit changer. Tu sais, Mais, ton personnage aussi est différent parce que ton casting, il est différent quand tu as un public en face de toi versus quand, tu sais, nous, on se parle à travers une caméra parce que, tu sais, en vrai, je suis en bobette. Mais là, moi, j'ai mis un peu le habillé, puis tu me dis que j'ai de la classe, mais en fait, je suis pas douché, puis. euh, Mais donc, c'est ça, c'est toutes ces petites choses-là qui changent, ce qui fait que tu as ton public différent. Entre, tu arrives sur scène, puis tu sais, tu as ton personnage qui arrive sur scène, puis tu as ton casting qui arrive sur scène, où tu te connectes, puis ça passe à ta face, puis tu es comme ouais. Euh, un lapin dans les yeux, dans les phares d'une voiture, puis c'est à mon tour. ouais, ben, c'est sûr que là-dessus, c'est vraiment différent. Puis, ben, tu sais, je dis pas que c'est une mauvaise expérience à faire. Ça nous force à Non, non, travailler non, non. différemment. Moi, c'est ça que j'ai aimé parce que ça m'a. Tu sais, parce que je suis habitué de travailler sur scène, tu sais, dans le sens que j'ai été en concentration hors de la scène tout mon secondaire. Puis, tu sais, j'ai fait de l'improvisation, puis, tu sais, j'ai donné des conférences, tout ça. Sauf que là, c'était la première fois que je faisais de l'entertaining, excuse-moi, en direct, tu sais, avec une crowd qui est comme direct en avant de moi, entre parenthèses. Puis que là, faut que je sois drôle, puis tout ça, fait que ça m'a forcé à travailler différemment. C'est sûr que dans mon podcast, tu sais, ça revient un peu au même, mais je fais pas un number non plus dans mon podcast, fait que c'est plus une formule concentrée pour que ça soit vraiment facile à livrer sur cette forme-là. Fait que là, Oh, c'était très très différent. Je prenais de quoi qui est amené de la scène à cette formule-là. mais Mais, il y a un- il y a un- il y a un- il y a une marche. Il y a une marche, en fait. Tout simplement, il y a une marche, puis on est. Comment dirais-je, ça, on n'est pas préparé à ça. Puis c'est quelque chose qui s'apprend. Puis effectivement, j'ai vraiment pas trouvé l'expérience désagréable. Puis j'ai croisé PA la semaine d'après, puis je lui ai dit, hey, pour vrai, si tu as envie de me refaire passer, genre, fais-moi passer, je reviendrai avec plaisir. Puis maintenant, je sais à quoi m'attendre aussi. Mais j'ai vraiment trouvé ça le fun. Puis tu sais, j'ai trouvé ça le fun, même si on était chacun derrière nos écrans, j'ai aussi trouvé ça le fun d'être à plusieurs, puis de se retrouver comme un gang. Puis, puis c'est vrai de se niaiser ensemble ou de faire nos ben, numbers ensemble. de faire beaucoup d'adaptations, c'est c'est vraiment différent. Puis moi, j'ai trouvé que c'est une formule qui laisse quand même une certaine liberté. C'est dans le sens Ouais, que, ouais. ben, ça, il y a beaucoup de numbers. Ben, j'ai réécouté le cinquième, là, aujourd'hui, tantôt. J'étais en retard, j'avais pas poigné en live. Puis c'est ça, justement, il y en a beaucoup qui ont exploité beaucoup de choses que normalement, on pourrait pas faire sur une scène. Ouais. Mais, Euh, mais, mais tu sais, PA est bon pour ça, pour mener sa barque, je trouve, dans le sens où tu sais, il est super à l'aise, il a un flow qui est facile à suivre, tu sais, il, il- il parle, tu sais, je trouve il a un charisme qui est vraiment bon pour la scène ou pour l'animation, et il gagnerait à faire de l'animation, lui, pour le coup. Parce que je trouve qu'il a une facilité avec le monde qui est mais vraiment bonne. d'ailleurs, je vais faire de la publicité pour l'école de l'humour. Il a fait le cours que je te parlais tantôt d'une fin de semaine. Ouais. Fait que, ben, Non, non, ben, il a beaucoup de facilité, puis je l'ai trouvé vraiment bon. Mais ouais, il a, il a le bon pédigré pour tenir un show comme ça en ligne. Et c'est ce qui permet, tu sais, aux autres humoristes d'être à l'aise, puis ils s'entourent de personnes qui connaissent un petit peu ou suffisamment pour que, tu sais, les gens soient à l'aise entre eux aussi. Il y avait quelque chose de super friendly sur la soirée. C'est ce qui était vraiment le fun. ouais, ben, c'est ça aussi que j'avais dit. J'avais ressorti ça comme commentaire quand je pense que c'est avec Fania que j'ai parlé de ça. Euh, le premier qu'ils ont fait, il y avait comme un petit malaise. La première édition, il y avait comme un petit malaise qu'on sentait. Il y avait de quoi de bizarre. Puis à la deuxième,
c'était comme plus là parce que PA était assez confiant, puis tout ça, puis il était assez friendly avec tout le monde pour effacer le petit malaise que tout le monde avait chacun de leur côté. Fait que c'est vraiment le gars qui s'apprenait pour partir ça, un peu comme Phil Roy quand il a commencé son projet. C'est un petit peu la même chose. Il était assez content de le faire, puis assez friendly avec tout le monde. Puis il est très très confiant, Phil Roy aussi, que ça l'effaçait le malaise. Même que si on voyait que certains humoristes étaient moins à l'aise peut-être sur scène, là, mais ils ont plus l'habitude que nous autres aussi. Là. Mais là encore, c'est comme, il ne faut pas avoir peur du malaise, surtout dans des conditions pareilles. Il peut y avoir des malaises et puis on s'en remettra. On est habitué en humour à avoir des malaises, que ce soit sur scène ou dans le public, il y en a toujours. Puis... Non, mais ça fait partie de... J'en ai vécu, dans le public, j'en ai vécu une couple de malaises, puis ça ne m'a pas empêché de retourner voir la soirée ou de retourner ou de rire à la joke suivante de l'humoriste. S'il avait beau créer un malaise, ça n'enlève rien à son talent. Comme je te disais tantôt, t'as le droit de louper un punch, t'as le droit de pas être drôle pour un punch, mais faut pas oublier que t'as le droit de pas être drôle toutes les 7 secondes. C'est mieux, mais... moi, je me dis que j'essaie vraiment d'y aller style conteur. J'ai une histoire à compter. Moi, je la trouve drôle. Les fois où si je me tape ses doigts, c'est parce que j'ai fait des erreurs à mon niveau. Mais si je fais pas d'erreurs et que les gens rient pas, moi, je continue à raconter. Puis, mon histoire reste intéressante, même si ça trouve pas drôle. C'est ça que j'essaie de faire, dans le fond. Mais c'est sûr que j'essaie de la rendre le plus drôle possible. Ouais. Sinon, je me qualifierais pas d'aspirant humoriste. Sur ce, Antonin, qui boit la bite à Tibi en bobette, en essayant de me convaincre qu'il essaie de s'adapter au Québec. Pour moi, t'as trop écouté les bougons. Non. Non? Ok, bon, je me suis essayé, j'ai tendu une perche. Si t'avais des plugs à faire, moi j'irais avec ça. Non, pas vraiment de plug là. J'ai ma soutenance de thèse dans quelques mois. Okay. Mais ça risque d'être moins le fun. Et puis sinon, ouais, quand les scènes commenceront à se rouvrir, quand il y aura de la place pour des petits open micers comme moi, vous aurez de la chance de me voir. Puis en fait, tout simplement, c'est plutôt que de dire de donner une plug, allez voir des shows d'humour. Allez dans les parcs. Il y a des shows à Verdun, il y a des shows au Parc Jarry, il y a des shows au Parc Laurier, il y a des shows au Parc La Lancette si vous êtes à Montréal. Puis si vous voulez voir des shows ailleurs, demandez aux humoristes que vous connaissez à Drummondville d'organiser un show dans le parc. Demandez au monde d'organiser des shows. Allez voir de l'humour, c'est ça le plus important. Faites vivre l'humour. Hey, merci. Tu viens de me décliquer de quoi? Il y a déjà quelqu'un qui m'a parlé de faire des shows d'humour dans les parcs à Drummond. Ben voilà. Puis je vais aller écrire à cette personne-là. Si peut-être pas à soir, mais demain. Je vais y écrire puis je vais y offrir de l'aider à organiser ça. Pour elle, merci Antonin. Je rassure tout le monde sur scène. Je vais parler à travers mon chapeau parce que je ne suis pas sûr de l'information que j'avance. Mais j'ose espérer que Antonin porte des pantalons quand il est sur scène. Que quand je suis sur scène. Parfait. Fait que si vous voulez aller voir, rassurez-vous, il va avoir des pantalons. Moi, de mon côté, si tu veux suivre le projet, que le projet reste en santé, puis qu'on continue à promouvoir la relève, comme que Antonin vient de le faire x10, c'est pour ça que je faisais des signes en même temps comme « Nice! » Si tu peux suivre le projet sur Facebook, sur la page Les Têtes Creuses Tradition Podcast, sur YouTube, ma chaîne Louisma, puis des intranets, c'est bien parce que tu peux laisser des likes pour nous encourager, des commentaires positifs. Puis là, je commence à être ouvert à du hate, là. Fait qu'envoyez-moi ça que je vous roast. Je vais pratiquer un petit peu mon quad work, là, sur vous autres. Ou je vais juste le supprimer. Si vous m'envoyez ça à 2h du matin, moi, je vais le voir. Mais à 2h du matin, je ne m'assine pas, je le supprime. Fait que vous êtes avertis. Sinon, des partages. Parce que c'est ça qui va donner de la vie au projet, qui va attirer du following un petit peu plus pour que ça grossisse. Puis à date, vous avez quand même fait une bonne job parce que ça commence à grossir. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté. Yes, à la semaine prochaine. Et big up à votre animateur Louis Dumas.
Yes, brag! Si, première fois, je me fais faire un petit... Oh non, je pense que c'est le deuxième peut-être. Je suis pas sûr. Fait que à la semaine prochaine, tout le monde. Salut!